La main de l'officier Michael Turner se figea sur la poignée de la portière de sa voiture de patrouille, renversant son café brûlant sur ses doigts marqués par les années. Ce n'était pas la douleur qui lui coupa le souffle, c'était ce qu'il voyait là, en plein milieu de la Highway 14, un chien, un berger allemand figé comme une statue au centre de la route. Mais pas n'importe comment. Ses yeux étaient couverts de rubans adhésifs argentés comme un bandeau cruel, et du sang s'infiltrait à travers son pelage emmêlé. Ce n'était pas la souffrance du chien qui glaça le cœur de Michael, c'était ce qu'il tenait dans sa gueule. Un petit sac à dos, rose, suspendu entre ses crocs avec la solennité d'un soldat portant le drapeau de son camarade tombé. De l'autre côté de la route, depuis son perron, Madame Elsie Whittaker vit la scène et lâcha sa tasse de thé. La porcelaine se brisa sur le béton et elle recula d'un pas, le visage aussi pâle que les murs de sa maison. « Seigneur Tout-Puissant !» murmura-t-elle. Elle avait reconnu les autocollants arc-en-ciel, la sangle déchirée et la façon dont le chien se tenait debout, même si ses pattes tremblaient d'épuisement. Michael se souvenait de ce même genre de sac retrouvé 5 ans plus tôt, celui de sa fille, vide, abandonné, trop tard. Mais ce chien, lui, n'avait pas abandonné. Il restait là, immobile, protégeant farouchement le secret que contenait ce sac, avec une loyauté aveugle, littéralement. Sa radio grésilla. « Tous les véhicules, soyez en alerte !» Il coupa le son. Peu importe ce qu'il y avait dans ce sac, peu importe qui ce chien tentait de sauver, Michael Turner ne comptait pas être en retard, pas cette fois. Laissez un j'aime si l'histoire vous touche et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, sans oublier de mentionner la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, reprenons le fil de cette histoire. Michael vivait seul dans une maison trop grande pour un homme seul. Un pavillon colonial à 2 étages, sur Willow Avenue, rempli de souvenirs, mais hanté par les 5 dernières années. Chaque matin, il sortait 2 tasses du placard avant de se raviser. Il préparait 2 assiettes pour le petit déjeuner, puis en rangeait une. Et il laissait la lumière du porche allumée pour une fille qui ne rentrerait plus jamais à la maison. À 62 ans, ses épaules portaient encore le poids d'une promesse non tenue. Il avait promis à sa fille Emily qu'il la protégerait, juste avant qu'un chauffard ivre ne l'emporte sur cette même portion de route. Le commissariat de Langston Hollow lui avait conseillé de prendre sa retraite après le drame. « Prends du temps pour toi », lui avait dit le chef Morales, mais du temps, Michael n'avait plus que ça. Du temps et des pièces vides, là où résonnait autrefois le rire de sa femme Johanna ou les mélodies du violon d'Emily. Johanna n'avait survécu que 8 mois après la perte de leur fille. Le médecin avait parlé de cardiomyopathie due au stress. Michael, lui, appelait ça « mourir le cœur brisé ». Il était resté dans la police parce que son badge était tout ce qui lui restait. Même si ce badge sonnait creux, il donnait un but à ses journées. Langston Hollow n'était plus la ville tranquille qu'il avait connue. Depuis la fermeture de l'usine de traitement de bois à Pine Ridge, l'économie s'était effondrée. Les maisons étaient saisies, les familles fuyaient. La criminalité n'avait pas tant augmenté, mais le désespoir, lui, s'était installé. Et quand les adultes désespèrent, ce sont souvent les enfants qui en paient le prix. Madame Whittaker connaissait ce genre de douleur. Du moins, Michael le croyait. À 75 ans, elle vivait 3 maisons plus loin dans une grande bâtisse victorienne délavée, peuplée uniquement de ses 8 chats. « Mes enfants appellent à Noël, viennent aux enterrements, c'est tout », lui avait-elle confié un jour en remuant son thé avec des mains tremblantes. C'est comme ça maintenant, trop occupée à vivre pour se souvenir de ceux qui leur ont donné la vie. Elle avait été gentille après la mort d'Emily, lui apportant des plats qu'il ne mangeait jamais, s'asseyant sur le porche avec lui lorsque le silence devenait trop pesant. Dans ses yeux, il avait reconnu une peine familière, celle d'un parent qui n'a plus personne à protéger. De retour dans sa voiture, Michael jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Le chien était toujours là, comme un monument vivant à la fidélité. Une statue de loyauté, debout malgré le sang, malgré la fatigue. Il y avait quelque chose de militaire dans sa posture, ce n'était pas un simple chien abandonné. C'était un soldat en train de tenir son dernier poste. Michael attrapa son micro. « Centrale, ici l'unité 14, j'ai besoin de renfort et de la fourrière, à hauteur du point kilométrique 28, sur la Highway 14. Bien reçu, Turner. Quel est le problème ?» Il hésita, observant le chien vaciller, mais refusant de tomber. « Je ne suis pas sûr, mais quelque chose me dit que ce n'est pas juste un cas d'abandon. » Il sortit lentement de la voiture. Ses bottes crissaient sur le gravier. Le soleil du matin projetait des ombres longues sur l'asphalte, et la silhouette du chien se découpait comme un totem. À 20 pas, il s'accroupit,
Les oreilles du chien tressaillirent, mais il ne grogna pas, ne recula pas. Il resta simplement là, tenant le sac dans une gueule qui devait le faire souffrir. « Tranquille, mon grand », murmura Michael. Le souffle du chien était irrégulier, chaque expiration formant un nuage dans l'air frais. De près, les blessures étaient pires encore. Le ruban adhésif autour de ses yeux avait été posé depuis des jours. Du sang séché couvrait les endroits où l'adhésif avait arraché peau et poils. Ses pattes étaient en sang, laissant des traces derrière lui, et ses côtes saillaient sous un pelage en lambeaux. Mais ce qui frappa Michael, ce fut l'immobilité de l'animal. Ce n'était ni de la peur, ni de l'agressivité. C'était une mission, un devoir, pur, inébranlable. Il tendit lentement la main. Le chien pencha la tête, émettant un petit gémissement. Pas d'alerte, mais presque de soulagement. Michael attrapa délicatement la sangle du sac, que le chien lâcha aussitôt. Sa mâchoire tremblait de l'effort qu'il avait dû fournir pour tenir bon. Le sac était plus lourd qu'il n'y paraissait. Michael l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un carnet à spirale d'enfant reposait sur un paquet de billets soigneusement enroulés et maintenus avec des élastiques colorés. Des coupures de 50 $, des dizaines, peut-être des centaines. Mais c'est le carnet qui lui coupa le souffle. Sur la couverture, des stickers de licorne, d'arc-en-ciel et une photo. Une fillette blonde aux couettes, enlacée à un berger allemand, le même chien, mais plus jeune, plus fort, intact. Michael ouvrit la première page. « Je m'appelle Ava Carson. J'ai 8 ans. Si tu lis ceci, c'est que Titan m'a trouvé. Aide-nous, s'il te plaît. » L'écriture était appliquée, parfois maladroite, et pourtant, elle serra le cœur de Michael d'une force qu'il ne s'attendait plus à ressentir. Michael tourna doucement les pages du carnet. Chaque ligne lui serrait un peu plus le cœur. Ce n'était pas une simple confession d'enfant. C'était un journal de survie, un appel au secours codé dans l'innocence. On y lisait « Brad nous enferme à la cave quand il est fâché. Titan ne mange que si je mange d'abord. Maman n'est pas revenue depuis 37 jours. J'ai compté. » Et plus loin, griffonné au crayon rose, « L'argent, c'est 50 000 $. Brad dit que c'est à moi, mais je n'ai pas le droit d'y toucher. » Chaque mot semblait hurler ce que la petite Eva n'avait jamais pu crier à voix haute. Une camionnette blanche se gara derrière la voiture de Michael. Docteur Rachel Lynn descendit, blouse encore froissée, visiblement sortie de chez elle en urgence. Elle travaillait comme vétérinaire dans la région depuis plus de 15 ans, connue pour soigner les chiens errants avec autant de soin que les champions canins. Elle se pencha vers le chien, le regard durci par ce qu'elle voyait. « Mon Dieu, Michael, depuis combien de temps il est dans cet état ?» « Je ne sais pas. Mais il refuse de lâcher ce sac. » Rachel s'agenouilla, commençant immédiatement un examen sur place. Lorsqu'elle commença à découper le ruban adhésif autour des yeux du chien, elle fronça les sourcils. « Attends, regarde ça. » Elle brandit son scanner. « Il a une puce de K9. Numéro de matricule 9012. Ce chien, c'est un flic. » Michael appela aussitôt le central. Quelques minutes plus tard, la confirmation tomba. K9, officier Titan, berger allemand, disparu depuis 3 ans durant un entraînement avec le département de police de San José. Son maître, l'officier Evan Blake, ne s'en était jamais remis. « Et ce n'est pas tout, » dit Rachel en poursuivant l'examen. Ses doigts glissèrent le long du flanc de l'animal, effleurant les cicatrices anciennes et les plaies fraîches. Certaines blessures sont récentes, mais d'autres ont des mois, peut-être des années. Ce chien s'est battu, encore et d'après les marques, il a gagné. Elle regarda le sac à dos. Il a protégé ce sac, à n'importe quel prix. Madame Whittaker apparut alors, arrivant à petits pas depuis son perron. Elle avait mis un gilet tricoté, ses joues rougies par l'air du matin. « Que se passe-t-il donc ici ?» demanda-t-elle, son regard sautant du chien à Michael, puis au sac. Elle agrippa son gilet. Ses yeux fixèrent le sac et un éclat étrange passa dans ses pupilles. Pas de surprise, de la reconnaissance, rapidement effacée. Le pauvre animal, qui a pu lui faire ça? Elle s'avança d'un pas, mais Titan gronda sourdement, les poils hérissés, le corps tendu malgré la douleur. « Doucement, mon garçon » tenta de le calmer Rachel. Mais les oreilles du chien restaient pointées vers Madame Whittaker. « Il semble très agité » dit-elle en reculant. « Peut-être devrais-je vous laisser… »« Peut-être, oui » répondit Michael, les yeux plissés. Cela faisait 40 ans qu'il connaissait Elsie Whittaker. Elle connaissait chaque coin de Langston Hollow, chaque famille, chaque souvenir. Mais la manière dont elle avait regardé ce sac et la manière dont Titan avait réagi à sa présence, non, quelque chose n'allait pas.
Après son départ, Michael reprit la lecture du carnet pendant que Rachel préparait Titan pour le transport. Plus il lisait, plus l'horreur s'intensifiait. Les dernières pages étaient noircies de peur. Brad a trouvé où j'avais caché l'argent. Il a frappé Titan. Je lui ai dit que si quelque chose m'arrivait, il devait trouver de bonnes personnes. J'entends du bruit dans le jardin la nuit. Il creuse. Et enfin, Titan est malade, mais il le cache. Brad dit qu'on part demain. J'ai peur. Si tu lis ceci, aide Titan, c'est tout ce qu'il me reste. Le méchant s'appelle Brad Whitaker. Il vit au 3210 Brookside Lane. Ne le laisse pas nous retrouver. Le sang de Michael se glaça. Brad Whitaker, le fils de Madame Whitaker. Il tourna à la dernière page. Un document plié y était glissé. Un certificat de décès, nom, Eva Carson. Âge, 6 ans. Cause du décès, complication dues à une pneumonie, datée d'il y a 2 ans. Mais les écrits du carnet s'étendaient sur 2 années après cette date. « Rachel » appela-t-il d'une voix tendue. « Il faut que tu emmènes Titan à ta clinique, tout de suite. Et moi, je dois passer quelques appels. » Titan fut chargé dans la camionnette. Même affaibli, même aveugle, il garda la tête tournée vers le sac à dos désormais dans les mains de Michael. Il le suivait à l'odeur, à l'intuition, à la mémoire, même dans l'obscurité, il traquait encore la mission qu'on lui avait confiée. « Tu as bien bossé, mon garçon » murmura Michael en refermant la portière. « Tu as trouvé de l'aide, on va prendre le relais. » Mais en montant dans son propre véhicule, il aperçut Madame Whitaker debout sur son perron, le téléphone à l'oreille. Et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Michael la vit non pas comme une vieille dame esseulée, mais comme une mère. Et les mères, il le savait mieux que quiconque, sont prêtes à tout pour protéger leurs enfants, même les coupables. La clinique vétérinaire sentait l'antiseptique et l'espoir. Titan reposait sur une table d'examen, enfin immobile, après avoir été sédaté. À la lumière crue, chaque cicatrice racontait une histoire de douleur et de loyauté. Michael, en retrait, tenait encore le carnet d'Ava dans ses mains. Rachel, gantée et concentrée, auscultait méthodiquement. « Michael, dit-elle en pointant une série de marques sur l'épaule du chien. Ses plaies, ce sont des blessures défensives. Il s'est battu. Il a protégé quelqu'un. » Ses mains glissèrent le long des côtes. Elle en compta plusieurs, brisées, ressoudées de travers. Ce chien a traversé l'enfer. Mais il n'a jamais abandonné. Quoi qu'il protégeait, il l'a protégé jusqu'au bout. Le téléphone de Michael vibra. Le nom du chef Morales s'afficha à l'écran. « Turner, c'est quoi cette histoire avec un chien policier et une gamine disparue ?»« Chef, il faut fouiller les archives de Brad Whitaker, le fils d'Elsie. Et la petite Ava Carson, elle est censée être morte depuis 2 ans. Mais j'ai des preuves qu'elle est encore en vie. » Un silence. « Tu es sûr ?»« Aussi sûr que je l'ai jamais été. Je veux un mandat pour fouiller sa maison. Et vite. » Pendant que Rachel stabilisait Titan, Michael étala le contenu du carnet sur le bureau. Les billets, 50 000 $ en coupures de 50, toutes avec des numéros de série consécutifs. Il les photographia, puis trouva un petit objet qu'il n'avait pas remarqué. Une clé USB, soigneusement scotchée à l'intérieur de la couverture. « Rachel, je peux utiliser ton ordi ?» Le dossier vidéo s'ouvrit. Des dizaines de fichiers. Michael cliqua sur le plus récent, daté d'il y a 2 jours. L'image était granuleuse, tournée dans un sous-sol. Un mur en béton, une ampoule nue, une petite fille, blonde, pieds menus, assise sur un matelas. Elle portait une robe rose sale. « Titan, il faut qu'on parte bientôt », chuchotait-elle à quelqu'un hors champ. « Le méchant dit qu'on va dans une nouvelle maison. Je veux pas y aller. » Le chien entra dans le champ. Les yeux déjà bandés, elle l'enlaça, pleurant dans son pelage. « Je suis désolé qu'ils aient fait ça à tes yeux. Je suis désolé de pas avoir pu t'en empêcher. » Michael mit la vidéo en pause. Ses mains tremblaient. Il revoyait Emily, sa fille, câlinant leur vieux labrador la veille de l'accident. Certaines images restent gravées dans un cœur de père jusqu'à la fin. La porte de la clinique claqua brusquement, interrompant le silence pesant. Madame Whitaker apparut, les cheveux en désordre, essoufflée, l'air affolé. Michael se retourna aussitôt, le regard dur. « Officier Turner, je dois vous parler, à propos de ce chien. Madame, cette zone est réservée au personnel médical. Je vous en prie, vous ne comprenez pas. Brad, mon fils, il n'est pas ce que vous croyez. » Elle jeta un œil au chien endormi sur la table, ses yeux bandés, son flanc qui se soulevait à peine. Et cette fois, sa façade s'écroula. Cette fillette, Eva, est-ce que le chien avait quelque chose avec lui? Michael garda son visage impassible. « Pourquoi vous me parlez d'une petite fille, Elsie ?» Elle s'assit lourdement sur une chaise, ses mains tremblant sur ses genoux. « Parce que je mens pour mon fils depuis 3 ans.
Je l'ai couvert, protégé, justifié, mais plus maintenant. Pas quand il était question d'enfant. Continuez. Elle sortit son téléphone de son sac. Il m'a appelé il y a 20 minutes. Il a vu votre voiture depuis son bureau. Il sait que vous avez retrouvé le chien. Et il fuit Michael. Il prend la route avec elle. Michael attrapa sa radio. À toutes les unités, alerte APB, Brad Whitaker, homme blanc, 42 ans, au volant d'une Mercedes noire. Fuite en cours, suspect dangereux, possible enlèvement d'enfant. Michael prit une décision qui allait à l'encontre de toutes les procédures. Il vient avec nous. Ce chien sait des choses que nous ignorons. Ava lui a confié sa vie. Il l'a sauvé. Maintenant, c'est à nous de finir le travail. Elle s'y revint avec le dossier. La cabane était bien là, enregistrée au nom de Charles Whitaker, le père de Brad, situé à 140 km au nord, en pleine forêt. Sans voisins, sans réseau, l'endroit parfait pour disparaître. Avant de partir, Michael s'agenouilla devant Titan. Le chien se redressa, chancelant, mais debout, toujours prêt. « On va la retrouver, mon vieux. Tu as tenu ta promesse. Laisse-moi tenir la mienne. » Et Titan, le vieux guerrier aveugle, répondit par un battement faible de la queue. Il était prêt pour une dernière mission. Le convoi s'organisa rapidement. La voiture de patrouille de Michael, 2 véhicules de la police d'État et la clinique mobile de Rachel transportant Titan. Ils prirent l'Interstate, cap au nord, direction Ridgeview. Sur le siège passager, Michael gardait le carnet d'Ava serré contre lui. Elsie, elle, était montée dans l'un des véhicules de la police d'État. Elle avait encore des informations à livrer. Et alors qu'il quittait la ville, ces derniers mots résonnaient encore dans l'esprit de Michael. Brad appelait Eva sa petite mine d'or. Il disait qu'elle valait plus que je ne pourrais jamais imaginer. Elle avait levé les yeux, le regard noyé de remords. Je pensais qu'il la gardait par amour. Je me suis trompé. Il la gardait pour l'argent. La route serpentait à travers les forêts épaisses, tandis que l'ombre des arbres s'allongeait sur le bitume. Le soleil déclinait, projetant une lumière dorée sur les montagnes du nord. Michael conduisait avec une intensité farouche, ses yeux rivés à la route, son esprit en alerte maximale. À chaque virage, il se répétait une seule chose. Pas cette fois. Derrière lui, dans la clinique mobile, Rachel surveillait Titan de près. Le chien refusait de rester couché. Malgré ses blessures, malgré la douleur, il restait assis, le museau tourné vers le nord-est, comme s'il sentait exactement où il devait aller. Il gémissait parfois, reniflait l'air à travers la fente de la fenêtre entr'ouverte. Il traquait, encore, même aveugle. La radio grésilla. La voix grave de Ray Donovan, détective de la police d'État, s'éleva. Il avait rejoint l'opération depuis quelques heures. « Michael, on a fouillé les dossiers de Brad Whitaker. Et ce qu'on découvre dépasse tout ce qu'on imaginait. Il est lié à 3 autres disparitions d'enfants sur la dernière décennie. 3 états différents. Toujours la même signature. Des mères célibataires, des filles jeunes. Et puis, plus rien. Michael serra les dents. Et les enfants? Jamais retrouvés. Mais les comptes de Brad montrent d'étranges dépôts en liquide après chaque disparition. Des sommes importantes justifiées comme des investissements privés. Juste en dessous des seuils de déclaration fédéraux. Il blanchissait de l'argent et on pense qu'il vendait ses enfants. Michael ne répondit pas tout de suite. Il fixait la route, mais dans son esprit, il revoyait Émilie. Le jour où elle était montée dans la voiture, violon à la main, sourire aux lèvres, il avait promis de la protéger. Il avait échoué. Mais cette fois, il ne laisserait pas un autre père vivre la même perte. La voix de Rachel se fit entendre sur la fréquence. « Michael, Titan est très agité. Il pleure, grogne doucement. Et il n'arrête pas de se tourner vers la droite. C'est comme s'il savait qu'on approche. » Ils roulèrent encore pendant 2 heures, puis le téléphone de Michael vibra. Numéro inconnu. Il activa le haut-parleur. « Officier Turner, dit-il. » La voix à l'autre bout était masculine, posée, mais avec une rage froide, sous-jacente. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. »« Brad Whitaker. Mon chien a été volé sur ma propriété. Je veux qu'on me le rende immédiatement. Sinon, je porterai plainte pour vol et harcèlement. » Michael laissa passer un silence. « Épargne-moi ça, Brad. J'ai vu les vidéos, je sais qu'Ava Carson est vivante. » Silence, puis un rire, court, glacial. « Eva Carson est morte, j'ai le certificat de décès pour le prouver. Ce que vous pensez savoir, ce sont des fantasmes. J'ai le carnet, la clé USB, l'argent, le sac à dos, c'est terminé. Rends-toi, Brad, on peut encore finir ça sans violence. » La voix devint plus hargneuse. « Vous ne comprenez rien, vous ne savez pas ce que vous empêchez. Ava est à moi, légalement, moralement, totalement à moi. Sa mère m'a tout signé.
Michael sentit la bile lui remonter. Sa mère, que tu as fait disparaître. Autre silence. Puis la voix changea, devenant plus dure, plus authentique. Tu aurais dû laisser ce chien mourir sur cette route. Il aurait mieux valu. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, les choses deviennent compliquées. La ligne coupa. Michael appuya sur la radio. Brad sait qu'on vient. Ray, quelle est ton estimation d'arrivée à la cabane? 35 minutes si on pousse. Le shérif local envoie du renfort, mais ils sont peu nombreux. À cet instant, la voix d'Elsie s'éleva, chevrotante depuis le véhicule de tête. Il y a quelque chose que je dois vous dire sur cette cabane. Mon mari y emmenait Brad chasser quand il était petit. Il y a une vieille galerie minière derrière, fermée depuis un éboulement. Mais Brad, il parlait souvent de s'y cacher quand il voulait fuir. Elle s'arrêta, incapable de continuer. Michael comprit. S'il se sent acculé, il pourrait l'y emmener. Et là-bas, on pourrait ne jamais les retrouver. Ils quittèrent l'Interstate pour s'engager sur une route secondaire, puis sur un chemin de terre. La forêt se faisait plus dense. La lumière diminuait. Le signal GPS s'interrompit. Ils approchaient. Rachel prit la parole. Titan vient de se détacher, je ne sais pas comment, avec ses blessures, mais il s'est levé. Il gratte la porte. Il veut sortir. Michael, il sent qu'elle est proche. Le convoi ralentit à l'approche d'un petit chemin dissimulé derrière des sapins. Là, niché au cœur de la forêt, se tenait une cabane en bois sombre, au toit en tôle verte. De la fumée s'échappait de la cheminée, une Mercedes noire était garée en travers devant, moteur encore allumé, la portière conducteur ouverte. En position, ordonna Ray Donovan à travers la radio. Approche avec prudence. On ignore s'il est armé. Michael sortit de son véhicule, main sur son arme. Autour de lui, les autres agents se déployaient, silencieux, concentrés. Le silence était total. Aucune voix, aucun oiseau, même le vent semblait s'être tu. Puis, un cri, une voix d'enfant aiguë, paniquée, derrière la cabane. La porte arrière de la clinique mobile s'ouvrit brutalement. Titan sauta au sol. Il atterrit durement mais se redressa aussitôt. Il eut mal l'air, grogna, et partit dans une direction bien précise. Aveugle, mais guidé par quelque chose de plus fort que la vue. L'instinct, la mémoire, l'amour. « Titan, non !» cria Rachel. Mais c'était trop tard. Il courait déjà boitillant mais déterminé. Michael et Ray contournèrent la cabane, armes dégainées. À l'intérieur, ils virent des traces de vie, des dessins d'enfants sur le frigo, des chaussures trop petites près de la porte, un tapis de chien brodé d'un nom, Titan, un second cri, plus proche. Derrière la cabane, une scène glaçante. Brad Whitaker traînait Ava Carson vers une vieille trappe en bois, recouverte de mousse et de ronces, l'entrée de l'ancien puits de mine. La fillette se débattait de toutes ses forces, sa robe rose déchirée, ses pieds nus en sang. Elle criait, hurlait, pleurait, mais elle luttait. « Brad Whitaker, lâchez-la immédiatement !» hurla Ray. Brad se retourna, tenant Eva devant lui, son bras en travers de sa gorge, une lame de chasse dans l'autre main. Son visage était déformé par le stress, par la haine. « Reculez, elle est à moi. Tu ne sortiras pas d'ici, Brad. Lâche-la. » Ava pleurait. « Je veux Titan. Où est Titan ?» Et comme si l'univers lui répondait, Titan surgit de la forêt. Il avançait lentement, chaque pas lourd de douleur, mais chaque pas plus sûr que le précédent. Sa gueule entr'ouverte, ses crocs visibles, sa respiration sifflante. Il grognait. Pas un grognement de chien domestique. Un son primal, ancien, animal. Brad recula. « Reculez ce chien, je vous jure que je le fais. »« Brad !» intervint doucement Elsie, qui venait d'arriver derrière les policiers. « Lâche-la, je suis là, on va trouver une solution. »« Tu ? Toi ?» Il rit d'un rire cassé. « Tu m'as abandonné depuis longtemps. T'as toujours préféré les étrangers à ton propre fils. » Titan continuait d'avancer. Il ne voyait rien, mais il traçait un cercle. Il guidait Brad, sans qu'il le sache, à l'écart de la trappe. Il le forçait à bouger. Michael vit l'intelligence derrière les mouvements du chien. Même blessé, même aveugle, l'entraînement de K9 opérait encore. « Tu sais, Brad, » dit calmement Michael. « Titan, c'est juste un chien. Toi, t'es un homme. Tu peux faire le bon choix. Laisse partir la petite. »« Un chien ?» cracha Brad. « Ce chien m'a coûté plus cher que vous tous réunis. » Il était censé la garder docile. Au lieu de ça, il l'a rendue insoumise. Et alors qu'il détournait son regard pour fusiller sa mère du regard, Titan bondit. Titan bondit sans hésitation, chaque fibre de son corps tendu vers l'unique objectif qui avait guidé sa survie. Protéger Eva. Le choc fut brutal. Le vieux chien frappa Brad en plein torse, le déséquilibrant, faisant voler la lame hors de sa main.
Eva hurla en se libérant, tombant à genoux. Michael la rattrapa de justesse et la serra contre lui. « C'est fini, tu es en sécurité maintenant », murmura-t-il. Mais derrière eux, la lutte continuait. Brad, surpris, recula, tentant de repousser Titan qui l'agrippait de toutes ses forces à l'avant-bras. Malgré ses blessures, malgré la cécité, le chien mordait avec la rage de 1000 jours passés dans l'ombre. Ses crocs transperçaient la chair, le sang jaillissait, et Brad criait, trébuchant vers la trappe ouverte. Ses pieds glissèrent, son corps bascula. Il lâcha un hurlement et disparut dans l'ouverture béante, percutant les parois en contrebas avec un fracas sinistre. Le silence s'abattit, lourd, irréel. Titan resta immobile, les pattes posées sur la mousse détrempée près du bord. Il reniflait l'air mais ne grognait plus. Il savait. L'ennemi était tombé. Michael s'approcha lentement du chien, encore haletant, le museau souillé de sang, son pelage hérissé. Il posa une main douce sur son dos. « C'est terminé, mon brave. Elle est en sécurité. » Ava se tourna, les yeux grands ouverts. Elle s'arracha des bras de Rachel et courut vers Titan. Elle s'agenouilla, l'enlaça, pleurant à chaudes larmes. « Tu es revenu, mon Titan !» Le vieux chien s'effondra doucement, comme si son corps s'autorisait enfin à céder. Il posa sa tête sur les genoux d'Ava et sa respiration ralentit. Rachel se précipita, vérifia ses constantes et hocha la tête. « Il est vivant, mais il faut l'amener en urgence. Il a tout donné. » Les secours arrivèrent rapidement. Des équipes descendirent dans le puits de mine, trouvant le corps de Brad gravement blessé mais vivant. Les ambulanciers l'extirpèrent, inconscient, les os brisés, le visage méconnaissable. Il fut placé sous haute surveillance. Eva, quant à elle, fut prise en charge par une unité spécialisée. Mais elle refusa de quitter Titan. Pas un instant. Même à l'hôpital, elle insista pour dormir à côté de lui sur un petit lit d'appoint. Il était son héros, son seul repère. Et il n'était plus question de l'abandonner. Michael, assis dans le couloir de l'hôpital, relisait pour la 100e fois les pages du carnet. Chaque mot, chaque dessin prenait un nouveau sens maintenant. Une carte de la souffrance, mais aussi une preuve éclatante de résilience. Il s'arrêta sur une phrase « Titan est mon soldat. Il ne me laisse jamais seul. » Quelques jours plus tard, un procès fut ouvert contre Brad Whittaker. Les charges étaient accablantes. Enlèvement, séquestration, maltraitance sur mineurs, blanchiment d'argent et tentative de meurtre sur un officier de police. La clé USB contenait bien plus que des vidéos, contrats de vente, messages cryptés, enregistrements vocaux. Brad ne travaillait pas seul. Il était un maillon d'un réseau plus vaste, et Titan avait brisé la chaîne. Langston Hollow fut secoué par l'affaire. Les médias affluèrent, les caméras s'installèrent sur les pelouses, les journalistes interrogeaient les voisins. On parlait du chien héros partout. Mais ni Michael, ni Ava, ni Rachel ne se prêtaient à ce cirque. Ils savaient que ce qui s'était joué n'était pas un scoop. C'était une guerre silencieuse, gagnée par un survivant au museau gris. À la sortie de l'hôpital, une petite cérémonie fut organisée. Titan reçut une médaille d'honneur. Michael, en uniforme, la posa autour de son cou. Eva, dans une robe bleue cette fois, coiffée de 2 petites tresses, tenait sa laisse. Le maire, ému, déclara « Ce chien a fait ce que même la justice humaine n'avait pas su accomplir. Il a sauvé une vie, et il a rendu sa dignité à notre communauté. » Mais Titan ne semblait pas comprendre tout ça. Il regardait Eva, et pour lui ça suffisait. Quelques semaines plus tard, Michael se rendit dans la maison de Rachel. Titan y vivait désormais dans un foyer chaleureux, entouré d'amour, de coussins et de peluches. Eva passait tous ses week-ends là-bas, sous la garde d'un tuteur légal. Mais tout le monde savait qu'elle ne voulait qu'une chose, vivre avec Titan et avec Rachel. « Tu vas l'adopter » demanda Michael à la vétérinaire, un café à la main. « Je l'ai déjà fait. » Ava aussi. Elle ne le dit pas encore à haute voix, mais dans ses dessins, elle m'appelle maman. Mikazel sourit, un sourire fatigué, mais sincère. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu comptes rester ici ?» Il regarda le ciel. Le même ciel sous lequel il avait tant attendu le retour d'Emily. « J'ai une proposition pour toi et pour Eva. J'ai cette grande maison, trop grande pour un homme seul, trop vide, peut-être qu'il est temps de ne plus l'être. » Rachel ne répondit pas tout de suite. Mais Eva, assise sur le porche à caresser Titan, leva les yeux comme si elle avait tout entendu, et elle sourit. Le printemps revint à Langston Hollow avec des couleurs qu'on n'y avait plus vues depuis longtemps. Les cerisiers en fleurs bordaient à nouveau les rues du centre-ville, les enfants couraient sur les trottoirs, et dans cette paix retrouvée, le silence oppressant des mois passés s'effaçait lentement.
Mais pour ceux qui avaient vu l'envers du décor, pour ceux qui avaient touché du doigt le mal tapi dans les recoins les plus familiers, rien ne serait jamais plus tout à fait pareil. Eva s'adaptait, jour après jour, lentement, prudemment. Chaque nuit, elle vérifiait encore 2 fois que les portes étaient bien verrouillées, qu'aucune trappe ne pouvait s'ouvrir sous son lit. Mais chaque matin, elle se réveillait dans une maison remplie de lumière, d'odeurs de café et de croissants, et surtout, des pas de titan reconnaissables entre mille. Il était toujours là, malgré les cicatrices, malgré les douleurs, malgré la cécité. Il avait repris du poids, son pelage recommençait à briller. Et même aveugle, il ne ratait jamais une seule fois où Eva posait le pied hors du lit. Elle avait commencé à dessiner. Beaucoup, des maisons pleines d'enfants, des forêts sans pièges, des chiens avec des ailes. Elle collait ses dessins au mur de sa chambre et à côté de chacun, elle inscrivait un mot libre, protégé, à la maison, vivant. Pendant ce temps, l'enquête prenait de l'ampleur. Le réseau auquel appartenait Brad Whitaker s'étendait bien au-delà des frontières de l'État. D'autres enfants, d'autres familles, d'autres douleurs refaisaient surface. Chaque dossier, soulevé à cause de Titan et du carnet d'Ava, entraînait une vague. Michael avait été promu enquêteur principal fédéral sur l'affaire. Mais c'était une victoire amère. Il se rendait encore souvent sur la tombe d'Emily. Pas pour pleurer, pour parler, pour raconter. Il y a cette petite fille, M, elle te ressemble, tu sais, et elle dessine comme toi. Je crois que tu aurais aimé ses dessins. Elle m'a offert un, l'autre jour, il y avait un grand chien, un peu abîmé, et un homme triste avec un chapeau. C'était moi, j'en suis sûr. Sauf qu'elle m'a dessiné avec un sourire. Tu te rends compte? Elle croit encore que je peux sourire. Et puis, il se taisait. Parce qu'Émilie savait déjà tout. Rachel, de son côté, recevait des lettres du monde entier. Des vétérinaires, des agents de police, des familles brisées, des enfants recueillis. Tous avaient vu l'histoire passer aux infos, tous parlaient de Titan, tous voulaient savoir comment aider. Alors, un jour, elle appela Michael. « Il faut faire quelque chose. Pas juste pour Eva, pour tous les autres. Qu'est-ce que tu proposes? Un programme, un sanctuaire, un centre d'accueil où des chiens comme Titan pourraient aider des enfants comme Ava. Tu sais que ça fonctionne. Tu l'as vu. Il resta silencieux quelques secondes. Et tu veux l'installer où? Ce centre? Elle sourit. Pourquoi pas chez toi? Et c'est ainsi que le vieux ranch de Michael Turner sur les hauteurs de Langston Hollow devint un projet pilote soutenu par l'État, financé en partie par des dons privés et baptisé simplement Titan's Reach. Au début, c'était modeste, 2 bâtiments rénovés, une grange transformée en infirmerie vétérinaire, des terrains clôturés, quelques chambres pour les enfants en transition. Et dans une pièce centrale, encadrée sous verre, le carnet original d'Ava Carson. Ouvert à la page où elle avait dessiné Titan avec une cape rouge et une médaille dorée. Les enfants arrivaient avec des valises trop petites et des silences trop lourds. Mais très vite, ils se laissaient apprivoiser. Non pas par des mots, mais par les chiens. Des survivants, eux aussi. Des anciens K9, des rescapés de maltraitance, des oubliés devenus guides. Et Titan, bien qu'âgé, continua de régner sur ce domaine comme un général fatigué, mais respecté. Il apprenait aux chiots à attendre patiemment, aux enfants à faire confiance, aux adultes à garder le silence quand les larmes montaient trop vite. Un soir d'été, alors que les cigales chantaient dans les hautes herbes, Eva s'installa sur la terrasse, un carnet de croquis sur les genoux, Titan couché à ses pieds. Rachel arriva avec 2 verres de limonade. « Tu dessines quoi, ma puce ?» Eva leva les yeux, sourit et montra la page. Une grande maison avec une clôture, des chiens partout, des enfants qui riaient, et au centre, Titan, les yeux toujours fermés, mais la tête haute. « C'est chez nous, dit-elle simplement. Puis elle ajouta « Et c'est là que les monstres ne peuvent de plus entrer. » L'année suivante, un vent nouveau soufflait sur Langston Hollow. Là où, autrefois, les rues semblaient porter le poids d'un passé trop lourd, une énergie différente circulait désormais. Et au sommet de la colline, le centre Titan's Reach ne cessait de croître. On y venait de tout le pays, parfois de plus loin encore, des familles, des éducateurs, des psychologues, tous désireux d'observer ce qui s'y passait, mais surtout des enfants. Des enfants que la vie avait brisés, mais qui trouvaient ici, à travers la présence d'un chien, un chemin de retour vers eux-mêmes. Le centre avait changé de dimension. Une fondation avait été créée, des donations anonymes affluaient, et plusieurs vétérans spécialisés en cynophilie étaient venus s'y installer. L'ancien hangar était désormais une salle de rééducation canine.
et la vieille étable avait été transformée en bibliothèque et salle de repos. Dans le jardin, un banc en bois portait une plaque gravée « Pour ceux qui voient au-delà des ombres », en mémoire de Titan, guide des cœurs blessés. Titan, justement, s'affaiblissait. Il avait dépassé les 13 ans et chaque hiver était plus rude que le précédent. Mais il refusait de se laisser porter. Tant qu'il sentait qu'Eva allait bien, tant qu'il percevait sa main sur sa tête, il se levait, même difficilement, même lentement. Il avançait encore, comme un soldat sur le retour, traçant son dernier chemin avec dignité. Un après-midi, alors que le centre célébrait l'arrivée de 3 nouveaux chiens, issus d'un refuge militaire, Michael reçut un appel inattendu. « Monsieur Turner, c'est l'hôpital psychiatrique de Glen Ridge. Je suis Dr Mayer. » Michael fronça les sourcils. « Oui, vous avez enquêté sur l'affaire Brad Whitaker l'an dernier, je crois. Je suis celui qui l'a arrêté. Pourquoi ? Nous avons ici une patiente, qui correspond à une personne supposée morte dans ce dossier, Jennifer Carson. » Michael se redressa lentement. Le monde sembla s'arrêter autour de lui. « Elle est vivante ? » ?»« Oui. Et elle n'a jamais cessé de parler de sa fille. » 1 heure plus tard, Michael roulait vers Glen Ridge, son cœur battant à un rythme qu'il ne reconnaissait plus. Dans son coffre, le carnet d'Eva, le seul lien qu'elle ait jamais eu avec sa mère. Jennifer Carson était amaigrie, les cheveux courts, le regard hanté. Mais ses yeux s'éclairèrent aussitôt qu'elle vit le badge de Michael. « Est-ce que ma fille est en vie ?» Il hocha la tête. « Oui, elle est en sécurité. » Elle se mit à pleurer sans un mot, les épaules secouées, les poings serrés contre sa poitrine. Puis d'une voix faible, elle murmura « Il m'a drogué, m'a interné avec de faux papiers, m'a dit que je faisais du mal à ma fille, que je devais être effacé. » Michael lui montra alors le carnet, la page où Eva avait dessiné sa mère, le visage flou mais souriant. Jennifer l'effleura du bout des doigts. Elle dessinait toujours quand elle avait peur. Quelques jours plus tard, la rencontre fut organisée. Rachel était là, silencieuse, Eva aussi, tenant la main de Michael, serrée, incertaine. Le centre était fermé pour la journée. Pas de caméra, pas de micro, juste une pièce blanche, une grande baie vitrée et un chien allongé sous la table. Jennifer entra en premier, nerveuse, puis, lorsque la porte s'ouvrit de nouveau et qu'Eva apparut, le monde sembla suspendu dans le vide. La fillette resta figée, elle ne comprenait pas tout de suite, puis ses yeux s'agrandirent. Son carnet glissa de ses mains. Elle avança lentement, 1 pas, puis 2, puis 3, avant de courir et de se jeter dans les bras de cette femme qui avait vécu 1000 enfers pour revenir vers elle. Jennifer la serra si fort qu'on aurait cru qu'elle tentait de retenir son âme. Aucun mot ne fut prononcé, mais tout était dit. Et dans un coin de la pièce, Titan releva la tête. Son museau s'agita légèrement comme s'il sentait ce qui venait de se passer. Il émit un soupir, puis posa sa tête au sol, apaisé. Le soir même, Eva s'endormit dans la chambre qu'elle partageait désormais avec Jennifer. Rachel, elle, resta seule sur le porche, regardant les étoiles. Michael la rejoignit. « Tu savais ?» demanda-t-il. « J'espérais, répondit-elle, mais ce genre de miracle, on ne les voit qu'une fois dans une vie. » Michael regarda la lumière s'éteindre dans la chambre d'Eva. Peut-être que Titan savait depuis le début, peut-être qu'il n'a jamais rien lâché, parce qu'il savait que tout n'était pas perdu. Ils restèrent silencieux un moment, puis Rachel posa doucement sa tête contre l'épaule de Michael. Et là, dans ce silence plein, au cœur de ce centre né de la douleur, une famille commençait à se former. L'été tirait à sa fin, mais à Titan's Reach, la vie ne ralentissait jamais. Les enfants continuaient d'arriver, chacun portant des cicatrices invisibles, chacun portant des secrets trop lourds pour leur âge. Et à chaque fois, la magie recommençait. Un regard échangé avec un chien traumatisé, une main posée sur une fourrure rugueuse, un silence partagé dans une grange tiède, et quelque chose se réparait. Mais, un jour d'août, Titan ne se leva pas. Rachel fut la première à le trouver. Il était étendu dans son panier, son corps immobile mais paisible. Il respirait encore, doucement, faiblement. Elle s'agenouilla, posa la main sur lui, sentit le rythme lent de son cœur. Il ouvrit un œil, aveugle mais vivant, comme pour lui dire « Je suis encore là ». Elle appela Michael, puis Eva, et tous trois, dans un silence presque sacré, restèrent à ses côtés. Un vétérinaire spécialisé fut appelé d'urgence, mais il ne fallut pas longtemps pour confirmer ce que tous redoutaient. Titan vivait ses dernières heures. Son corps, trop usé, trop fatigué, arrivait au bout du chemin. Le soleil descendait lentement derrière les collines. Rachel s'assit sur le sol. Eva, blottie contre elle, ne disait rien. Michael se tenait debout, bras croisés, incapable de regarder ailleurs que le museau de Titan. Alors,
Rachel demanda doucement. Et si on le laissait partir là où il est né? Michaël comprit tout de suite. À la vieille clairière? Rachel hocha la tête. Là où Eva l'avait trouvé. Là où tout a recommencé. Le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, ils partirent ensemble. Titan, enveloppé dans une couverture, était installé dans la voiture de Rachel. Il ne pouvait plus marcher, mais son souffle restait régulier. Eva refusait de le quitter. Elle lui parlait doucement, à l'oreille, lui racontait des histoires, des souvenirs, des rêves. Arrivés à la clairière, ils ouvrirent la portière. Michaël porta Titan jusqu'à l'herbe haute. Le chien remua faiblement la queue. Le vent soufflait doucement entre les arbres. Le même vent que ce jour-là, le même parfum de terre et de cèdre. Et au milieu de ce paysage silencieux, Titan poussa un dernier soupir. Son corps s'immobilisa, et un calme étrange s'abattit. Eva ne pleura pas tout de suite. Elle posa la main sur son flanc, là où son cœur s'était battu si fort. Puis elle dit, simplement, « Merci, soldat ». Michaël creusa lui-même la tombe. Pas parce qu'il devait, parce qu'il le voulait. Il creusa jusqu'à ce que ses bras le brûlent, jusqu'à ce que ses genoux cèdent. Puis il descendit doucement Titan dans la terre, recouvrit le corps avec soin, posa une grande pierre plate au-dessus. Rachel y grava 3 mots, à la main au couteau, « He didn't need eyes to see ». Il n'avait pas besoin d'yeux pour voir. À partir de ce jour, la clairière devint un lieu de passage, un sanctuaire. Les enfants y allaient déposer des dessins, des fleurs, des petits mots. Certains parlaient à haute voix, d'autres restaient là, assis, simplement, comme s'ils sentaient encore sa présence. Et ce fut là que germa une idée. Pas de Rachel, pas de Michaël, mais d'Ava. « On devrait l'enseigner ce qu'il m'a appris », dit-elle un soir. Rachel fronça les sourcils. « Tu veux dire parler de Titan ?» Ava hocha la tête. « Oui, mais pas seulement. Enseigner aux enfants à écouter, à ne pas fuir la peur, à faire confiance au silence et au chien. » Michaël sourit. « On pourrait appeler ça l'école Titan. » Et c'est ce qu'ils firent. Un programme fut développé, unique en son genre, alliant éducation émotionnelle, lien avec les animaux, gestion des traumatismes. Un modèle repris bientôt dans d'autres États. On parlait d'apprentissage post-traumatique assisté par animaux. Mais Ava, elle, disait juste « C'est une école pour apprendre à se réparer ». Les enfants y apprenaient à parler de ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Les chiens servaient de pont, de miroir, d'ancrage, et chaque année, à la date de l'arrivée de Titan à la clinique, une cérémonie était organisée. Pas un hommage triste, non, une fête. Avec des lanternes, des récits, des dessins accrochés aux arbres, des foulards rouges autour du cou des chiens. Et un seul mot prononcé à voix haute par tous les enfants à la tombée de la nuit, « Merci ». Un soir, alors que Michaël rentrait dans son bureau pour classer des dossiers, il tomba sur un courrier laissé sans signature. À l'intérieur, une photo, un chien abîmé, maigre, attaché à une chaîne. Et au dos, un mot griffonné. Celui-là mérite une seconde chance, comme Titan. Il regarda longtemps la photo, puis il décrocha le téléphone. Il y avait un voyage à faire, une mission à reprendre, parce que l'histoire de Titan ne s'était pas arrêtée. Elle s'était simplement transformée en promesse. Michael ne mit pas longtemps à retrouver la trace du chien de la photo. Il s'appelait Jasper, un ancien chien de garde retrouvé dans un entrepôt abandonné à East Briar, une zone industrielle rongée par les années et le silence. Les agents du refuge qui l'avaient secouru l'avaient jugé inadapté à l'adoption. Agressif, incontrôlable, trop marqué. Mais Michael, lui, savait ce que cela voulait dire. Il avait vu le même regard, le même tremblement nerveux dans les muscles tendus de Titan, autrefois. Ce n'était pas de la rage, c'était de la peur. Il entra dans le chenil, appalant, accompagné d'une employée du centre. Jasper était tapi au fond de sa cage, la gueule close, les yeux d'un brun sale fixés droit devant lui. Il ne bougeait pas, mais tout son corps était tendu comme une corde prête à casser. Michaël s'agenouilla, posa sa main contre le grillage. Il ne dit rien, il attendit. 5 longues minutes passèrent, puis Jasper tourna légèrement la tête. Un frémissement, un mouvement imperceptible. Michaël murmura « On a tous droit à une seconde chance, mon vieux. Si tu veux la tienne, tu n'as qu'à avancer. » Et contre toute attente, Jasper avança. Quelques semaines plus tard, Jasper arriva à Titan's Reach. Les enfants l'observaient à distance. Rachel avait prévenu « Pas de contact brusque, pas de gestes imprévisibles, laissez-le venir. » Jasper resta d'abord dans un enclos à part. Il refusait de manger devant les gens. Il ne dormait que debout. Il grognait à la moindre voix forte. Mais Ava, maintenant âgée de 9 ans, demanda un jour la permission de s'asseoir près de lui. Rachel hésita. Michaël aussi.
Puis ils cédèrent. Eva entra seule. Elle s'assit en tailleur à 2 mètres du chien. Elle ouvrit un carnet, commença à dessiner. Jasper grogna une première fois. Eva ne bougea pas. Elle continua à dessiner. Puis un temps, mais sans même le regarder, elle dit « Titan grognait aussi, tu sais, mais ce n'était pas contre moi, c'était contre les ombres. » Jasper s'approche, lentement. 1 pas, 2 pas. Il s'arrêta, s'assit. Et ce fut le début d'un nouveau miracle. Dans les semaines qui suivirent, Jasper devint un élément central du centre. Il apprit à marcher sans laisse, à jouer, à aboyer sans menace, et surtout, il devint un pilier pour les enfants les plus mutiques, ceux qui ne parlaient à personne, sauf à lui. Un jour, Eva accrocha une photo de Jasper juste au-dessus du banc de Titan. Elle y ajouta une note manuscrite, pour ceux qui reprennent en la relève. L'héritage de Titan ne se mesurait plus à une médaille ou à une tombe. Il vivait dans chaque décision prise pour aider un chien laissé pour compte, dans chaque mot qu'un enfant osait prononcer après des mois de silence, dans chaque larme versée sans honte. Rachel, elle aussi, avait changé. Elle s'était remise à écrire. Un livre. Pas une biographie de Titan, non, plutôt une série de récits inspirés des enfants et des chiens passés par le centre. Fiction, mais vrai dans l'âme, elle l'intitula « Là où la lumière s'arrête ». Lorsque l'ouvrage parut, il fit l'effet d'une onde, des milliers d'exemplaires vendus, des conférences, des articles, et surtout des lettres, des parents, des éducateurs, des survivants. Un passage marqua tous les lecteurs. Ce n'est pas Titan qui a guéri Eva, et ce n'est pas Eva qui a guéri Titan, c'est leur rencontre, leur silence commun, qui a fait tomber les murs. C'est cette frontière invisible entre 2 souffrances qui se reconnaissent. À la fin de l'année, le gouverneur de l'État visita Titans Reach en personne. Il était venu incognito, sans caméra, simplement pour comprendre ce qui s'y jouait. Il repartit bouleversé. 3 mois plus tard, il proposa une loi visant à financer la création de centres similaires à travers tout le pays. Ils l'appelèrent Projet Titan. Et même si le monde autour continuait parfois de chanceler, même si les horreurs du passé laissaient encore des traces, une vérité s'imposait, la lumière ne revenait pas toujours d'un coup. Mais elle revenait, et elle revenait souvent sur 4 pattes. L'hiver s'installa à Langston Hollow, une couche de neige recouvrait les toits du centre, adoucissant les contours des enclos et des cabanes en bois. À l'intérieur du bâtiment principal, une cheminée crépitait et les enfants s'installaient sur des coussins moelleux, enveloppés dans des couvertures épaisses, les joues rouges de froid et les yeux brillants d'émerveillement. Jasper, désormais chien résident officiel, dormait paisiblement au milieu d'eux, comme s'il avait toujours appartenu à cet endroit. Un matin de décembre, alors qu'Ava décorait le sapin avec Rachel, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta discrètement devant le portail. Michael, qui promenait un nouveau chien récemment recueilli, un jeune berger allemand nerveux nommé Scout, s'en approcha méfiant. Un homme en costume en descendit. Calme, professionnel, l'air d'avoir traversé beaucoup trop de couloirs institutionnels pour être surpris par quoi que ce soit. « Monsieur Turner, je suis l'agent spécial Boyd, département de la sécurité intérieure. » Michael plissa les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme sortit une pochette en cuir brun. À l'intérieur, des photos, des documents, des relevés. Il les tendit sans un mot. Michael les examina, ses traits se durcirent immédiatement. On y voyait des visages connus, des noms liés à l'affaire Whittaker, mais aussi d'autres, beaucoup d'autres. Des politiciens, des médecins, des investisseurs, des agents de l'ordre, tous liés d'une manière ou d'une autre à un réseau international plus vaste encore. Boyd parla enfin. Ce que vous avez déclenché ici avec Titan, avec Eva, avec Rachel, ça dépasse les frontières de ce centre et ça nous donne une ouverture. Mais on a besoin de vous. Michael secoua la tête. Je ne suis plus dans ce monde-là. J'ai fait mon temps. Boyd le fixa. Vous êtes le seul à avoir vu cette horreur de près et à avoir survécu avec votre humanité intacte. Michael ne répondit pas tout de suite. Il regarda Scout, qui reniflait la neige sans crainte. Il repensa à Titan, aux nuits sans sommeil, aux cris d'enfants étouffés dans la mémoire et à ce regard que Rachel lui avait lancé le soir de l'ouverture du centre. Il faut que quelqu'un le fasse. Quelques jours plus tard, une réunion fut organisée dans la salle principale de Titans Reach. Rachel, Eva, Jasper, quelques éducateurs de confiance. Michael leur exposa ce qu'on lui avait confié. Le réseau était toujours actif, mieux structuré qu'il ne l'avait cru. Et pour le démanteler, il fallait infiltrer, observer, dénoncer et surtout recueillir ceux qu'on sauverait dans l'opération. Ils auront besoin d'un lieu sûr, d'un endroit où poser leurs valises sans question,
où on ne leur demande pas d'expliquer ce qui est arrivé, mais où on les regarde comme des survivants, pas comme des victimes. Rachel hocha la tête. Titans Reach est prêt. Michael leva les yeux vers Eva. Toi aussi, tu es prête à partager cet endroit? Eva, plus grande, plus solide, répondit d'une voix douce, mais ferme. Si on ne le partage pas, alors pourquoi Titan s'est-il battu? Et ce fut décidé. Titans Reach devint un centre d'opération discret pour le gouvernement. Officiellement, toujours un centre de réhabilitation canine. Officieusement, un point d'accueil pour enfants libérés de réseaux souterrains, parfois à l'autre bout du pays. Les premières semaines furent difficiles. Certains enfants ne parlaient pas, d'autres hurlaient dans leur sommeil. Mais petit à petit, ils entraient dans le rythme. Grâce aux chiens, grâce à Jasper, Scout et à ceux qui les avaient précédés. Rachel forma de nouveaux thérapeutes. Eva devint une sorte de grande sœur silencieuse pour les nouveaux arrivants. Et Michael, entre deux missions, revenait toujours ici. C'était son point d'ancrage, son foyer. Un jour, il reçut une lettre, aucune adresse, aucune signature, juste une enveloppe contenant un dessin d'enfant, un chien, un homme en uniforme, une petite fille. Et derrière, une phrase griffonnée « Merci pour Titan, pour tout ». Il resta longtemps à la contempler, puis alla l'accrocher dans la bibliothèque du centre juste à côté du carnet d'Ava. La boucle continuait de se tisser. Chaque nom, chaque vie, chaque combat s'ajoutait à l'histoire. Celle que Titan avait commencée. Celle que tous, ici, poursuivaient avec la même foi silencieuse, que l'amour, même quand il vient sur quatre pattes, peut être une arme contre les ténèbres. Les mois passèrent. Titans Reach devint un phare. Pas au sens figuré, mais presque. Des centaines d'enfants y étaient passés, des dizaines de chiens y avaient trouvé une mission, une voie, une maison. Les murs portaient les traces du passé, mais aussi l'espoir d'un futur qui ne se construirait plus sur la peur. Eva, à présent âgée de 10 ans, commençait à prendre part aux décisions. Elle aidait à accueillir les nouveaux enfants, à préparer leurs espaces, à leur montrer les chemins de la forêt. Mais surtout, elle racontait l'histoire de Titan, pas comme une légende figée, mais comme un feu qu'on transmet. Dans un petit théâtre improvisé, un soir par mois, elle se tenait debout devant les autres, carnet à la main, et disait simplement « Je vais vous raconter l'histoire du chien qui voyait sans ses yeux ». Et tous, petits comme grands, restaient silencieux, parce que dans cette voix d'enfant, il y avait une vérité qu'aucun adulte n'aurait su dire aussi bien. Un soir, après une de ses veillées, alors que la lune baignait la clairière d'une lumière douce, Rachel rejoignit Michael dans la serre rénovée du centre. Là, entouré de plantes médicinales et d'outils de soins, il parlait peu, mais avec une tendresse grandissante. Depuis des mois, ils formaient un duo discret, mais solide. Lui, l'ancien officier abîmé. Elle, la vétérinaire qui avait soigné plus d'âmes que de blessures physiques. Ensemble, ils étaient devenus un pilier invisible du centre. Rachel posa une main sur l'avant-bras de Michael. « Tu as pensé à ce que tu ferais quand tout ça sera trop lourd ?» Il haussa les épaules. « J'ai connu le vide, la solitude, le froid du monde. Ici, même quand c'est lourd, c'est vivant, et je préfère 1000 fois ce poids-là. » Elle sourit, puis ajouta « Tu sais que Scout commence à montrer des signes d'épuisement émotionnel, il absorbe tout, comme Titan. Il va falloir qu'il apprenne à se reposer. » Michael hocha la tête. « On lui trouvera un relais, un autre chien, un autre lien. Ce centre ne repose pas sur un seul cœur, c'est un écosystème vivant. » Et il avait raison. À cette époque, un nouveau chiot arriva, une petite femelle bringée, silencieuse, presque invisible, que Rachel avait sauvée d'un camp illégal à la frontière. Elle l'avait nommée Nova parce qu'en astronomie, une nova est une étoile qui renaît soudainement, éclaire tout, avant de revenir au calme. Nova n'aboyait jamais, mais elle suivait Ava partout, et Ava, sans même s'en rendre compte, lui parla tout de suite. Nova dormait à ses pieds, l'attendait devant la salle de classe, la suivait jusqu'à la clairière de Titan. Un jour, Ava la regarda puis déclara « Elle entend ce que je ne dis pas ». Rachel sut immédiatement que Nova avait trouvé sa mission. Le centre continua d'évoluer, de s'étendre. Des structures furent bâties dans d'autres États inspirés de Titans Reach. On formait des binômes chien-enfant dans tout le pays. Les chiffres de rechute psychologique chez les enfants rescapés baissaient dans des proportions inédites. Mais au-delà des statistiques, il y avait les visages, les regards, les sourires revenus. Un matin de printemps, Michael reçut un appel de l'agent Boyd. « Vous vous souvenez de Jennifer Carson ? Bien sûr, elle vient d'être reconnue publiquement comme victime d'un programme de manipulation institutionnelle. Elle va témoigner devant le Congrès. »
Michael sentit un frisson le parcourir. Elle veut que vous l'accompagniez, vous, Rachel et Ava. Le voyage à Washington fut discret, protégé, mais symbolique. Ce jour-là, devant des représentants du pays entier, Jennifer Carson raconta l'histoire qu'elle avait vécue. Elle parla du moment où on lui avait arraché sa fille, de l'internement, du silence, puis du jour où elle l'avait retrouvée dans une salle ensoleillée aux côtés d'un vieux chien aveugle. Puis Ava fut invitée à parler. Elle monta sur l'estrade, les jambes tremblantes, mais le regard droit. « Mon chien s'appelait Titan. Il ne voyait pas, mais il me voyait. Il a compris ce que personne d'autre ne voulait entendre. Il m'a ramené, pas juste à la surface. Il m'a ramené à moi. » Le silence dans la salle était total. Et ce jour-là, une loi fut votée à l'unanimité. Un fonds national pour la création de refuges thérapeutiques assistés par animaux pour enfants victimes de crimes. Son nom officiel, Titans Act. Et dans l'annexe de la loi, une phrase gravée, inspirée par un chien aveugle qui voyait l'invisible. Le retour à Langston Hollow fut sobre. Pas de caméra, pas de journalistes, juste une famille de survivants, unis par le silence, par la reconnaissance et par ce lien indéfinissable qui naît quand on traverse l'enfer ensemble et qu'on en ressort debout. Le centre les accueillit comme toujours, dans la simplicité. Jasper accourut, Nova trottina jusqu'à Eva avec cette même curiosité discrète qui ne l'avait jamais quittée. Les enfants du centre avaient collé sur les murs de la bibliothèque des extraits de journaux, des dessins, des messages. « Merci Ava, merci Titan, merci d'avoir cru ». Mais ce soir-là, aucun discours ne fut prononcé. Eva demanda simplement à ce que l'on aille ensemble à la clairière. Alors, Michael, Rachel, Jennifer, Ava et quelques enfants descendirent lentement le sentier de terre bordé de lanternes solaires. Les herbes hautes ondulaient doucement. Et au centre de la clairière, comme toujours, reposait la pierre gravée de Titan. Eva s'agenouilla devant elle, elle déposa une rose blanche, puis elle murmura, assez bas pour que seul le vent l'entende, « C'est toi qui as tout commencé ». Et Rachel, à côté d'elle, ajouta « Et maintenant, on continue ». Dans les mois qui suivirent, une émission documentaire fut réalisée, non pas sur le drame, ni sur le réseau démantelé, ni sur les ténèbres, mais sur la lumière, sur la manière dont un chien aveugle avait illuminé des centaines de vies. Le documentaire s'intitulait simplement « Titan's Reach », comme le centre. Ce n'était pas un récit de victimes, c'était une symphonie de renaissance. Ava y apparaissait dessinant sur un mur extérieur du centre une fresque géante. Titan au centre, entouré d'enfants, de chiens, d'étoiles. Rachel y parlait de science, de soins, mais surtout d'intuition. Michael, lui, y parlait peu. Mais ses gestes, son regard, son calme, disaient tout. Un passage particulièrement marqua les spectateurs. Quand on a tout perdu, on ne cherche pas à retrouver ce qu'on avait. On cherche à créer un endroit où plus rien ne pourra être arraché. Titan's Reach, c'est cet endroit. Il ne nous rend pas ce qu'on nous a pris. Il nous donne ce qu'on ne pensait plus mériter, un avenir. Michael Turner. Le documentaire reçut un prix, puis un second, puis un appel inattendu de la Maison Blanche. Une invitation à recevoir la médaille pour services humanitaires exceptionnels. Mais ni Michael ni Rachel ne s'y rendirent. Ils envoyèrent Eva à leur place. Devant les officiels, la jeune fille, désormais âgée de 11 ans, prononça un discours simple. Je suis juste une enfant qui a été sauvée par un chien. Et j'espère que chaque enfant qui regarde ce message saura une chose. Même quand tout est cassé, on peut recommencer. On peut vivre. Les larmes furent nombreuses ce jour-là. Mais elles n'étaient plus amères. Elles étaient douces, libératrices. Aujourd'hui, des années plus tard, Titan's Reach est devenu un réseau international. Le centre de Langston Hollow est toujours là, intact, vivant, vibrant. Rachel dirige les opérations globales depuis un petit bureau noyé sous les lettres. Michael continue de sillonner les routes à la recherche de chiens perdus, et parfois de lui-même. Et Ava, elle a grandi. Elle est devenue éducatrice spécialisée, artiste engagée, conférencière. Elle voyage dans les écoles, les hôpitaux, les centres de détention pour mineurs. Partout, elle parle de résilience, d'écoute, de courage, mais surtout de Titan. Dans son sac, elle garde toujours un petit carnet usé, relié de cuir. Il ne contient plus de dessin, seulement une phrase, recopiée encore et encore, page après page. Même aveugle, il a su me voir. Même brisé, j'ai su me relever. Et lorsque quelqu'un lui demande un jour « Que dirais-tu à Titan s'il revenait aujourd'hui ?» Elle sourit, les yeux brillants, et répond « Rien. Je me contenterai de m'asseoir près de lui, parce qu'il comprendrait sans que j'aie besoin de parler, comme toujours. »
Alors si un jour vous passez par une route isolée dans le Montana, près de Langston Hollow, et que vous entendez des rires d'enfants, des aboiements heureux, et que vous voyez un mur couvert de fresques colorées, arrêtez-vous, car dans cet endroit existe quelque chose que le monde a trop longtemps ignoré, un sanctuaire bâti par le silence, porté par l'amour et protégé par un chien qui n'avait plus besoin d'yeux pour voir.